Tout en espérant que vous avez passé une nuit agréable, eh bien, sachez que nous sommes là pour vous apporter les rudiments, pour avoir un matin plein de bonheur sur RTI1, en ma compagnie, eh bien, pour illuminer votre matinée. Alix, bonjour. Bonjour Anjoal et bonjour à vous à la maison. Très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième de la nouvelle saison. Nous sommes donc au 143e jour de l'année 2020 et nous aurons plusieurs escales à mener tout au long de ce conducteur-là. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous arrimer à des notions très importantes en cette période. Et pour parler en fin d'émission de droit, car c'est la thématique phare de ce mardi. Mais en amont, Anjoal, qu'est-ce que nous aurons? Nous allons vous dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat. C'est une journée très importante célébrée chaque 8 décembre. Très exactement. Elle a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. La journée mondiale du climat est célébrée le 8 décembre de chaque année. Cette journée est l'occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Le réchauffement climatique et ses conséquences présentes sur l'avenir de la planète et elles pèsent véritablement. Oui, le petit-déj qui nous apporte l'énergie, l'apport calorique importante pour démarrer nos journées. Et donc aujourd'hui encore, on reçoit la coach Evelyne, la chef Evelyne, qui nous parle de bouillie de mil et de galettes à l'ivoirienne. Je dis elle nous parle, mais c'est plus mon odorat qui en ressent, hein, qui dirige les mots vers sa table qu'elle a bien disposée là. Bonjour chef. Bonjour Alice. Bonjour chef. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous êtes toute belle ce matin, réveillée comme ça aux aurores avec tant de beauté. Ça fait plaisir à nos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans notre calebasse? Nous avons notre bouillie de mil qui est accompagnée de nos galettes à l'ivoirienne. Le procédé, il est simple. Okay. Il suffit simplement de prendre des grains de mil qu'il faut tremper la veille avec un peu de gingembre, un peu de clou de girofle qu'on fera passer à la machine le lendemain. Voilà. Et après cette étape, il faudra rendre notre poudre en granulés, en graines de mil. Sécher. Ensuite, on porte le tout à ébullition avec un peu de gingembre encore, du jus de gingembre, du jus de citron, du sucre, bien évidemment, en fonction de notre consommation. Et cet ingrédient, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les fruits de néré. Néré qu'on laisse fermenter. Et on essaie de tremper ces fruits dans de l'eau. Et le jus que nous allons obtenir va colorer notre mil. Bien évidemment, avec des apports nutritifs en plus. Alors, qu'est-ce que, pour nos téléspectateurs, eh bien, le gingembre et le clou de girofle apportent à la bouillie? Le gingembre, d'abord, c'est un bon antiseptique, comme le clou de girofle. Voilà. Il permet de nettoyer l'organisme. Le transit digestif et tout. Voilà, tout ça. D'accord. Donc, en même temps qu'on mange, on se soigne. En même temps. Ah, quel petit déjeuner avantageux, hein? Alors, vous nous avez donné le procédé pour la bouillie. C'est vrai que faire les granulés aujourd'hui, c'est pas très évident. Donc, pour les femmes qui nous regarderaient à la maison, se dire que, ah, mais ça peut être long. Aujourd'hui, on les trouve facilement dans les commerces, hein, déjà oui, je l'ai vu, mais je pense que ça ne donnera pas le même goût. D'accord. C'est mieux de faire soi-même avec du fait maison. Du fait maison, voilà. Et c'est sûr que ça donnera le goût qu'on espère. En plus, ça participe de créer une bonne ambiance à la maison, à travailler ou à cuisiner avec les enfants. C'était pour la bouillie. La bouillie, elle s'accompagne de galettes bien de chez nous. Oui. Ça, c'est les rouges qu'on appelle c'est les goflotos. Oui, c'est les goflotos. OK. Le procédé pour faire bon goflotos. Voilà. C'est maximum 4 heures de fermentation avec une levure boulangère. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, on prend un peu d'eau tiède, on y ajoute de la levure boulangère qu'on laisse diluer pendant 10 minutes maximum. Ensuite, on met le sucre, on met la farine, un peu de sel
Et le travail se passe avec les muscles, au fait. Très bien. Il faut pouvoir bien aérer la pâte. Qui va pétrir. Il faut pouvoir bien aérer la pâte avec la main. Oui. Voilà. Voilà, pour que notre beignet puisse être moelleux. D'accord. Eh oui, de retour sur le plateau en compagnie de Monsieur Barthélémy Gué-Connor. Bonjour Monsieur Connor. Bonjour Alice. Très heureuse. Bonjour, bienvenue. Ça s'est bien passé? La pause? Oui, oui. On a eu le temps d'affiner notre style, n'est-ce pas? Exactement. Oui, parce que vous nous revenez avec une nouvelle tête et ça vous va très bien, rassurez-vous. Alors, on parle de l'impact de la Covid sur la digitalisation. Oui. Déjà faire l'état des lieux, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Merci Alice. Bonjour Ange. Alors, déjà, on va commencer peut-être par la définition de la digitalisation. Allons-y. La digitalisation, c'est un processus dans une entreprise, une société humaine qui décide d'intégrer donc les nouvelles technologies dans toutes les strates de l'entreprise. Vous avez les ventes, vous avez les achats, vous avez même la gestion, donc le management. Lorsque vous utilisez les nouvelles technologies de l'information, vous parlez de digitalisation. Pour donner un exemple concret, avant la Covid, on faisait le recrutement en présentiel. Les recrutements se font maintenant par Skype, par Microsoft Teams et tout ça. Donc voici un exemple déjà concret de digitalisation. En termes d'état des lieux, hein, il y a peut-être la première slide qu'on va voir. Vous avez un bonhomme qui tient une facture et qui court payer sa facture. C'est dit l'exemple justement de ce qu'on avait avant la Covid. Vous avez l'effort physique pour faire certains règlements d'actes commerciaux. Vous avez les présences physiques pour donc réaliser ces actes commerciaux-là. Donc on arrive en mars 2020 où on va dire, ces contacts physiques-là devaient être aménagés, donc réduits au maximum pour donc préserver la santé des Ivoiriens. Alors, au vu de ce que nous avons aujourd'hui, avec ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous pensez que cette pandémie n'a-t-elle pas permis la prise en compte même réelle de cet aspect-là dans nos entreprises? Et effectivement, on parle même de la 4e révolution, après celle donc des transports et de la communication. Ça a permis le Big Bang en fait, du digital. Ça veut dire que les choses qui étaient vues d'un œil un peu plus, on va dire, prudent aujourd'hui. Ou lointain. Lointain, on était obligé en fait d'intégrer le digital. Le premier fait a été donc le télétravail qui s'est imposé, qu'on le veuille ou pas, à certaines entreprises qui ont dû mettre leur personnel, on va dire, à domicile. Donc travailler, et quand on est à domicile, qu'on travaille, c'est grâce à la technologie, donc grâce aux outils comme le Microsoft Teams, comme Skype, qui nous permet de faire des réunions depuis le domicile. Donc oui, la Covid a eu effectivement pour impact, j'ai envie de dire, heureux, donc de forcer les entreprises à utiliser le digital. Bien sûr. Oui. Une petite statistique, donc le PDG de Microsoft Teams, qui a été un acteur majeur dans cette crise-là, disait qu'on a fait en 2 mois ce qu'on aurait dû faire en 2 ans. Donc ça, c'est des entreprises, enfin des sociétés, on va dire, un peu plus digitalisées comme l'Europe, l'Occident et tout. Donc, quand vous ramenez ça ici en Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait en moins d'un an, c'est un gain de 5 ans qu'on aurait pu faire. Justement, ça m'interpelle véritablement, parce que du postulat que vous nous faites, finalement, on se dit, ça a été une aubaine, cette pandémie, parce qu'elle nous a permis de créer des solutions rapides pour s'adapter. Et autre volet de la chose, c'est que notre pays n'est pas quand même en marge en matière de digitalisation. On a même un ministère dédié à la digitalisation des entreprises, voilà, à la digitalisation numérique. Qu'en est-on aujourd'hui? À quel niveau nous sommes? Et les différents, je veux dire, modes d'implication de ce ministère-là? Parce que c'est lui un peu qui devrait harmoniser toutes ces actions. D'accord. Donc, la question a 2 volets. Donc, tout à fait. Alors, dire que c'est une opportunité, c'est, on va dire, enfin, oublier un peu qu'il y a eu beaucoup d'exclusions d'emplois du fait de cette maladie, de ce virus-là. Mais l'opportunité est que, comme c'est une révolution, j'ai parlé tout à l'heure de 4e révolution, comme c'est une révolution, elle va venir forcément avec des opportunités. L'une des opportunités, donc, c'est, par exemple, dans le domaine commercial, c'est la réduction du coût
on va dire, d'acquisition des clients. Vous imaginez, vous êtes une société de retail, donc de distribution de petits détails. Si vous devez partir à Boaké avec du carburant, tout ça, pour aller recruter un client, ça vous coûte un peu plus cher. Mais avec le digital, juste avec une publicité en ligne, vous pouvez toucher mon grand-père qui est chez moi au village, vous pouvez toucher tout le monde juste avec un clic, juste avec quelques dollars. La statistique dit que vous avez, avec le digital, moins 60% de coûts de moins que ce que vous avez pu engager comme coût de publicité classique. C'est une marge qui fait de l'économie. C'est clair. C'est clair. Dans ce sens-là, c'est une opportunité pour les entreprises, c'est une opportunité même pour la société ivoirienne qui, si elle poursuit, là je parlais même du ministère de l'économie, si nous poursuivons les axes, donc les chantiers de digitalisation de l'économie qui ont été entamés par le ministère, si nous poursuivons ça, il y a de fortes chances que d'ici 5 ans, nous, en termes d'optimisation des coûts sur, je prends par exemple la livraison d'un courrier, s'il faut faire passer un courrier de... la poste classique fait partie un courrier d'Abidjan à Korogo, ça vous prend au bas mot 2 jours. Oui. Alors avec la digitalisation, l'économie... Cela est plus facile. Elle est lancée, c'est la nouvelle rubrique Code citoyen. Nous avons pensé opportun de pouvoir toucher du doigt cet aspect-là de notre vie en société, à savoir la citoyenneté. Cette notion qui paraît peut-être abstraite dans l'esprit de plus d'un, mais qui a des points d'ancrage avec notre vie de tous les jours et bien sûr nos droits et devoirs vis-à-vis de la nation qui nous la reconnaît. Pour ce faire, nous serons donc en compagnie du directeur civisme et de la citoyenneté, à la personne de Madame Georgette Kwasi qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, tout de suite, la première question, pour être claire et précise, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est le lien juridique en fait, qui existe entre une personne et l'État, et en vertu duquel en fait, cette personne-là est apte à exercer ses droits politiques. Privilégier aujourd'hui en fait la citoyenneté, c'est d'abord cette personne-là qui est consciente en fait de ses droits et de ses devoirs et qui s'implique véritablement dans la communauté, dans la société dans laquelle elle vit. Et donc en fait le citoyen, c'est quelqu'un en fait qui est conscient de ses droits et devoirs, pose des actes au quotidien pour pouvoir impacter dans la société dans laquelle il est. Nous allons vraiment nous étaler sur le sujet pour mieux comprendre. Alors, dites-nous, quel est l'historique de la citoyenneté? Bon, en fait, la citoyenneté, d'abord même du latin civis, la citoyenneté est véritablement née dans l'Antiquité grecque. Pour les Grecs, en fait, le citoyen, c'est celui... d'abord, tout le monde n'était pas citoyen. C'était pratiquement, à Athènes, c'était 10% de la population qui avait droit d'être cité comme citoyen. Pourquoi cette disparité? D'abord, pour être citoyen, il faut être natif. Les femmes, les esclaves, les métèques, c'est-à-dire les personnes étrangères, issues de mixage voilà, ou de mélange, n'étaient pas identifiées comme citoyens. Et ce sont en fait ces personnes-là, c'est 10%, cette minorité de la population-là, qui pourraient exercer les droits politiques, qui pourraient véritablement impacter dans la société. Très bien. Alors, on va dire de l'Antiquité grecque à transposer jusqu'ici, quel est le chemin qu'on a parcouru? Le chemin qu'on a parcouru aussi, en fait, lors des monarchies, c'était simplement aussi les privilégiés qui avaient droit à la notion de citoyen. De citoyenneté, qui pouvaient se prétendre être citoyens d'un État. Bon, on va parler de la mère patrie, la France. En France, en fait, pour la Côte d'Ivoire... En fait, oui, on est très influencé par la France, cette nation du fait de notre histoire commune. De notre histoire commune, voilà. En fait, on disait qu'en 1848, déjà, c'était les hommes qui pouvaient prétendre à la citoyenneté jusqu'à 21 ans. Et puis, les femmes ont véritablement pu avoir le droit à la citoyenneté à partir d'avril 1944. À partir d'avril 1944, les femmes ont eu droit véritablement à pouvoir voter, a eu droit à la citoyenneté. Et donc, on peut dire que la notion de citoyenneté
Depuis cette dizaine d'années, les 10 années, cette décennie-là est véritablement plus, c'est plus développé, en ce sens qu'on parle plus en fait d'impacter des personnes, de citoyenneté active, des personnes en fait qui impactent sur la société, sur leur environnement, qui agissent véritablement. Juste un petit exemple. On voyait sur le chemin à Bobo, à Diamé, par rapport à la circulation, un jeune homme qui régulièrement portait juste un chasuble pour se faire voir, pour remarquer, pour ne pas que les véhicules, pour pouvoir réguler la circulation sans demander un sou. En fait, c'est un acte citoyen qu'il posait. Pourquoi? C'est-à-dire l'impact. Il pose cet acte-là pour pouvoir résoudre un problème en fait, de circulation en fait, qui existait. Il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de jeunes en fait, qui posent véritablement ces actes-là maintenant. Donc on a des actes simples comme ça que nous avons au quotidien. On ne sait pas, mais ce sont des actes citoyens. Oui, ce sont des actes citoyens. En fait, même avec Madame le ministre de la Salubrité, qui fait la journée le samedi. Et le grand ménage. Le grand ménage, très souvent les samedis, on demande en fait aux populations simplement de descendre pour pouvoir assainir leur propre environnement. C'est un acte citoyen que nous posons. C'est un acte citoyen en fait, qu'elle nous demande de poser simplement. Cela nous emmène à savoir, Alix, bien, les valeurs attachées à la citoyenneté, pour entrer plus dans le sujet. Pour entrer plus dans le sujet, en fait, il y a 3 valeurs qui sont attachées à la citoyenneté. D'abord, la civilité. La notion de civilité, la civilité renvoie aux questions de bienséance, voilà, de bienveillance, mais aussi de mœurs, de respect de mœurs concernant une communauté. Et puis, la deuxième valeur qui est rattachée à la citoyenneté, c'est la notion de solidarité. Parce qu'en fait, en tant qu'individu, nous ne devons pas être sectaires. Nous devons en fait participer, prendre véritablement une part active dans la société dans laquelle nous vivons. Et donc, la notion de solidarité, c'est une valeur de la citoyenneté. Et bien sûr, le civisme aussi, en fait, qui est la vertu qui nous permet véritablement de respecter les normes préétablies par l'État, les lois, les règlements de l'État. Vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et on est très heureux depuis quelques heures d'être avec vous, pour vous permettre d'avoir, bien sûr, une matinée agréable sur RTI 1. Thématique droit maintenant avec notre consultant du jour, M. Ouattara Seydou. Il est directeur des affaires juridiques. Bonjour, M. Ouattara Seydou, vous allez bien? Je vais bien. Bienvenue. Très bien, merci. Alors avec vous, on va parler de la citoyenneté. Que dit le droit lorsqu'on parle de citoyenneté? On va plus ou moins rester dans le même sujet pour faire comprendre ce thème très important à nos populations. Merci, monsieur. OK. On parle donc de citoyenneté. Allons-y avec quel est le lien juridique et social. D'accord. La citoyenneté, qui parle de citoyenneté, parle de citoyen. Alors, le citoyen, ça vient du mot latin civitas, qui signifie cité, ville. Donc le citoyen, c'est quelqu'un qui habite sur un territoire, une ville, un pays et qui en reconnaît les lois. À quel moment? Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut faire la part des choses. Tous ceux qui vivent sur le territoire ne sont pas absolument des citoyens. Voilà. Le citoyen, c'est la personne qui jouit sur un territoire dont il relève de droits et de devoirs. Très bien. C'est un statut qui est dévolu à une personne du fait de son appartenance à une société, à un territoire. Donc cela, ça rime et cela est vraiment applicable exclusivement aux nationaux. Aux nationaux. Ouais, le citoyen, c'est celui qui a des droits et qui relève d'un État dont il a la nationalité. Très bien. Alors que la population, il peut avoir des étrangers, mais cela ne veut pas dire que vous devez salir des choses, vous devez avoir la notion du civisme. Oui. Voilà. Donc le civisme, c'est tout le monde, c'est toute la population. Donc il faut faire la part des choses entre les notions de citoyenneté et de nationalité. Très bien. Voilà qui est bien. Alors, nous allons, on continue avec vous, oui, mais on va quand même aller voir nos populations avec, bien sûr, cette question, la question des liens entre sujet et citoyenneté au cœur des préoccupations théoriques et pratiques des Ivoiriens. Nous avons sillonné comme ça nos rues, on regarde et on revient.
Bah, citoyen, je pense qu'à la base, on va dire c'est quelqu'un qui vit dans une ville. Quand j'entends citoyen, je vois city. Ben, je pense que grosso modo, c'est quelqu'un qui vit quelque part. Être citoyen veut sans nous dire qu'on a des devoirs. Parce que les droits, on y pense beaucoup. Mais je dis devoir parce qu'être citoyen, ça veut dire qu'on vit en communauté. Et autant on a des droits, autant il faut respecter ceux des autres. Donc c'est l'équilibre qu'il faut faire entre les droits et les devoirs. Puis devoir respecter la vie privée des autres personnes qui vivent avec lui, par exemple. Le citoyen n'a pas le droit de tout faire. Le citoyen, je peux dire, c'est la personne qui prend soin de sa communauté, qui prend soin de son pays. Voilà. Donc le citoyen n'a pas le droit de tout faire. Il y a des choses que le citoyen ne doit surtout pas faire. Par exemple, jeter les ordures dans la rue, les gens qui ne se gênent pas de pisser dans les rues, dans les voitures, ceux qui jettent les papiers de lotus, les sachets d'eau dans la rue. Un citoyen, c'est celui qui doit prendre soin de son environnement. D'abord, un citoyen a le droit de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, son mécontentement vis-à-vis d'une situation précise dans le pays. Je pense que c'est un droit du citoyen, le droit de pouvoir manifester son mécontentement. Donc un citoyen normal, je pense qu'il doit avoir droit à l'eau, à l'électricité, aussi à l'éducation, parce que c'est l'éducation qui forme une organisation, on peut dire, efficace. Selon moi, un citoyen, c'est une personne qui fait partie d'un pays. Le citoyen a le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit de vivre. D'abord, quand tu es citoyen, tu représentes ton pays. Donc, avoir des devoirs, c'est vrai qu'il y a aussi des devoirs qu'un citoyen a. On ne doit pas te dire que en tant que citoyen, ton devoir, c'est de peut-être veiller à ce que le pays soit bien. Je prends l'exemple, la salubrité, le pays soit propre. Mais toi-même, en tant que citoyen, tu dois savoir que tu ne dois pas salir la ville. Tu dois participer à tout ce qui contribue au développement de ton pays. Et c'est réellement ça être citoyen. Et voilà, de retour sur le plateau, le mot clé, le mot phare qu'on retient, c'est vraiment le droit. Le droit qui est applicable ou qui est dévolu à un citoyen dans une nation. Alors, on va s'étendre donc sur ce droit-là et ne pas oublier que c'est un binôme, c'est droit et devoir. Quels sont donc les droits et les devoirs d'un citoyen? Le citoyen a des droits qui sont garantis par la loi. C'est le droit de la liberté d'expression, le droit d'aller et venir, le droit de passer et repasser, le droit à la liberté de penser, le droit à la religion, le droit de se marier, le droit d'association, le droit à la protection sociale. Mais comme devoir, le citoyen en a assez aussi. Il faut qu'il paye ses impôts, ça c'est un devoir du citoyen. Il faut qu'il gère, n'est-ce pas, avec conscience et dignité, s'il a la charge des services publics. Ça, c'est à sa charge. Il faut qu'il protège l'environnement et participe à la promotion de la vie. C'est-à-dire que on parle tout à l'heure de la salubrité. Le citoyen a l'obligation d'avoir un lieu propre. C'est vrai que l'État peut mettre les moyens, mais il faut que lui, il participe. Et ça, c'est pas le citoyen seulement. C'est une action fédérée entre l'État qui met les moyens et les citoyens qui a l'obligation de participer à cela. Alors, regardez notre société et dites-nous, est-ce que cela est respecté, à votre avis? Bon, nous pouvons dire que, en partie, ce n'est pas respecté. C'est pas respecté. Bon, je crois que c'est dû au manque d'éducation. Au manque de sensibilisation, au manque d'éducation, au manque de savoir-vivre. À qui incombe? C'est vrai que l'éducation, tout de suite, on sait que c'est l'affaire des parents et pas que, parce que c'est tout un processus, c'est des machines, c'est un prolongement. Et vous parlez aussi de manque de sensibilisation. Qui devrait sensibiliser qui? Et comment cela devrait être encadré pour respecter le droit? Bien, la sensibilisation, ça, c'est de la part de l'État. L'État sensibilise. On peut passer les relais aux parents. Parce que quand on forme,
il faut aussi répercuter sur les autres. C'est-à-dire que moi, parent, j'ai fait le droit. Il faut qu'à la maison, j'enseigne cela à mes enfants et puis à mon entourage. Donc, l'État prend l'initiative et la population fait le relais pour que ça puisse englober. Donc, l'initiative de l'État aujourd'hui, du constat que vous nous faites, qui n'est pas, on va dire, à taux de couverture efficient, est défaillant? Bon, ce n'est pas défaillant en tant que tel. L'État fait ce qu'il peut faire. Mais je crois que c'est le relais qui n'est pas pris, qui n'est pas efficace. C'est quoi le relais, justement? Le relais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que les parents inculquent ce qu'ils ont appris de l'État à leur enfant, à leur entourage. Donc, selon vous, c'est une chaîne? C'est une chaîne, voilà. La sensibilisation, c'est une chaîne. Ça ne s'arrête pas à un seul maillon. Alors, restons dans ce sujet, restons sur les responsabilités. Quelles sont concrètement les responsabilités du citoyen dans la protection des droits et le respect des devoirs? L'État encadre le citoyen. Le citoyen, c'est vrai qu'il a des droits que l'État lui reconnaît, mais pour qu'il les exerce, il faut qu'il les exerce dans un état, n'est-ce pas, bien défini. Voilà. Et le citoyen aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'État qui doit l'encadrer, mais il a des responsabilités. Les responsabilités sont lesquelles? C'est que lui-même, il doit savoir ce qui est droit, ce qui est devoir. Qu'est-ce qu'il doit faire pour son État en tant que citoyen. Mais s'il ne le sait pas... Comment il devrait le savoir? Parce que dans la ligne droite de la transmission, je veux dire, pour que j'ai une information, c'est que cette information-là soit venue à moi ou que moi, je sois allé à cette information. Bon, c'est les deux cas. Hein. Bien sûr, voilà, c'est d'un double sens. Vous avez le droit à l'information, mais vous avez aussi le devoir de vous renseigner. Très bien. Voilà. Et pour aujourd'hui, de ce qui est fait, les populations, vous le dites, hein, elles ne sont pas au fait de leur responsabilité ou de leur devoir. Donc, à votre niveau ou du point de vue du droit, qu'est-ce que vous préconisez que les populations fassent? Bien, je crois que les populations, c'est ce que nous disons tout à l'heure, il faut encore les sensibiliser. Voilà, leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Votre devoir, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Si vous avez des devoirs, à côté, vous avez des devoirs. Voilà. Donc, si l'État doit vous donner un environnement sain, un lieu sain pour y vivre, vous aussi, vous devez protéger cet environnement. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est vraiment le relais de la sensibilisation. Ce sont des mots très importants, hein, sensibilisation, éducation. On s'appuie vraiment sur ces mots-là? Oui, on s'appuie sur ces mots. Et pour s'appuyer sur ces mots et mieux les comprendre, hein, vous nous avez détaillé une certaine... vous avez décliné les droits et les devoirs. On va essayer de les étayer pour qu'aujourd'hui, on ne dira pas qu'on n'a pas donné l'information. Par exemple, parlons de droit à la liberté. Cela se décline comment dans l'esprit, d'un point de vue juridique et dans l'esprit du citoyen? Bon. Sa liberté se décline comment aujourd'hui? Sa liberté se décline du fait qu'il peut faire ce qu'il veut faire, n'est-ce pas? Quand on dit vous êtes libre, vous avez la liberté de faire cela, ça veut dire que vous pouvez faire ce qui ne nuit pas à autrui. Vous avez la possibilité de faire, mais tout est bon, mais tout n'est pas utile. Voilà. Donc la liberté, par exemple, d'expression, c'est la liberté de tout dire, de parler. Mais vous n'avez pas le droit, par exemple, d'insulter ou d'injurier le président de la République publiquement. Il y a des limites. Il y a des limites. Toute liberté a et à une minima limite. Même tout autre individu en face de vous. Voilà. Parce que cela participe aussi de la dégradation de son intégrité morale. Il y a la morale. Donc, quand vous avez une liberté d'expression, cela ne signifie pas que vous devez, pas en abuser, mais vous devez savoir que toute liberté est limitée. Toute liberté est limitée. Il n'y a pas de libertinage. Voilà. Et parlons du second point, le droit de passer et revenir. Oui. Comment il s'encadre ou comment il se déploie? Bon, le droit de passer et de repasser, cela veut dire que vous pouvez marcher où vous voulez, aller, revenir. Je peux venir à la RTI, ou je peux sortir du pays et puis revenir. Voilà, puis revenir. Comme vous semble. Voilà. Mais quand il y a restriction à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais ça, c'est pour d'ordre sécuritaire. S'il y a, on dit il y a la liberté, mais
il faut encadrer aussi la liberté. La liberté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le libertinage. Vous avez le droit d'aller et de revenir, mais s'il y a des problèmes sécuritaires, on peut vous dire, par exemple, le Covid est arrivé, là où la Covid, disons, les frontières étaient fermées. Et ça, c'est un frein à la liberté des personnes de se déplacer. Voilà. Et ça, c'est pour des nécessités sanitaires. Merci, Monsieur Seydou Ouattara, d'être passé sur ce plateau, éclairer les lanternes des uns et des autres sur ces notions de citoyenneté et de nationalité qui s'arrimeraient au droit, comme pour dire que oui, nous sommes reconnus par un État qui nous dévoue des droits, mais en retour, on a un devoir vis-à-vis de ces États-là et il faudrait pouvoir les respecter. Nous avons respecté notre temps d'antenne, on en arrive à la fin, donc on vous souhaite de passer une agréable journée sur RTI 1 et sur les programmes même du groupe RTI en général. On se reverra demain mercredi pour entamer le premier sujet sur la famille. Et à cet instant, j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à celle qui m'a rendu maman pour la première fois, ma fille. La petite Orlane, merci beaucoup à tous et à chacun. Merci à vous et puis plaisir de vous retrouver demain. Merci, Que Dieu vous garde. Merci, madame. Bonne journée à vous. Merci. Merci.